Chapitre 2. À Rome, comme il lanternait devant la gare, sa valise à la main, si fatigué, si désorienté, si perplexe qu'il ne se décidait à rien et ne se sentait plus de force que pour repousser les avances des portiers d'hôtel, Fleury-Soir eut la fortune de rencontrer un facchino qui parlait français. Baptistin était un jeune natif de Marseille, presque glabre encore, à l'œil vif, qui, reconnaissant en Fleury-Soir un païs, s'offrit à le guider et à lui porter sa valise. Fleury-Soir, durant la longueur du voyage, avait potassé son Baedeker, une sorte d'instinct, de pressentiment, d'avertissement intérieur, détourna presque aussitôt du Vatican sa pieuse sollicitude pour la concentrer sur le château Saint-Ange, l'ancien mausolée d'Adrien, cette geôle célèbre qui, dans de secrets cachots, avait jadis abrité maints prisonniers illustres, et qu'un corridor souterrain relie, paraît-il, au Vatican. Il contemplait le plan. C'est là qu'il faut trouver à se loger, avait-il décidé, posant l'index sur le quai di Tordinona, en face du château Saint-Ange. Et, par une conjecture providentielle, c'est aussi là que se proposait de l'entraîner Baptistin. Non sur le quai précisément, qui n'est à proprement parler qu'une chaussée, mais tout auprès, Via dei Vecchiarelli, c'est-à-dire des petits vieillards, la 3e rue, en partant du Ponte Umberto, qui vient buter sur le remblai. Il connaissait une maison tranquille. Des fenêtres du 3e, en se penchant un peu, on aperçoit le mausolée, où des dames très complaisantes parlent toutes les langues, et une en particulier le français. Si monsieur est fatigué, on peut prendre une voiture. C'est loin. Oui, l'air est plus frais ce soir. Il a plu. Un peu de marche après le long trajet fait du bien. Non, la valise n'est pas trop lourde. Je la porterai bien jusque-là. Pour la première fois à Rome. Monsieur vient-il de Toulouse, peut-être? Non, de Pau. J'aurais dû reconnaître l'accent. Ainsi causant, ils cheminaient. Ils prirent la Via Viminale, puis la Via Agostino de Pretis, qui joint le Viminale au Pincio, puis, par la Via Nazionale, ils gagnèrent le Corso, qu'ils traversèrent, à partir de quoi ils progressèrent à travers un labyrinthe de ruelles sans nom. La valise n'était pas si lourde qu'elle ne permit au facchino un pas très allongé, que Fleury-Soir n'emboîtait qu'à grand-peine. Il trottinait derrière Baptistin, recru de fatigue et fondu de chaleur. « Nous y voici », dit enfin Baptistin, alors que l'autre allait demander grâce. La rue, ou plutôt la ruelle des Vecchiarelli, était étroite et ténébreuse, au point que Fleury-Soir hésitait à s'y engager. Baptistin, cependant, était entré dans la seconde maison de droite, dont la porte ouvrait à quelques mètres du coin du quai. Au même instant, Fleury-Soir vit un bersagliere en sortir. L'uniforme élégant, qu'il avait déjà remarqué à la frontière, le rassura, car il avait confiance dans l'armée. Il avança de quelques pas. Une dame parut sur le seuil, la patronne de l'auberge apparemment, qui lui sourit d'un air affable. Elle portait un tablier de satin noir, des bracelets, un ruban de taffetas céruléen autour du cou. Ses cheveux noirs de jais, ramenés en édifice sur le sommet de la tête, pesaient sur un énorme peigne d'écaille. « Ta valise est montée au 3e, dit-elle à Amédée, qui dans le tutoiement surprit une coutume italienne ou la connaissance insuffisante du français. « Grazia », répondit-il en souriant à son tour. « Grazia ». C'était « merci », le seul mot italien qu'il sût dire et qu'il jugeait poli de mettre au féminin quand il remerciait une dame. Il monta, reprenant haleine et courage à chaque palier, car il était rendu, et l'escalier sordide travaillait à le désespérer. Les paliers se succédaient toutes les 10 marches, l'escalier hésitant, biaisant, s'y reprenant à 3 fois avant de parvenir à l'étage. Au plafond du premier palier, faisant face à l'entrée, une cage à serins était suspendue que l'on pouvait voir de la rue. Sur le second palier, un chat rogneux avait traîné un peu de merluche qu'il s'apprêtait à déglutir. Sur le 3e palier donnaient les cabinets d'aisance, dont la porte grande ouverte laissait voir, à côté du siège, un vase haut de forme en terre jaune, du calice duquel sortait le manche d'un petit balai. Sur ce palier, Amédée ne s'arrêta point. Au premier étage, un quinquet à la gasoline fumait à côté d'une large porte vitrée sur laquelle, en caractères dépolis, le mot « Salone » était inscrit. Mais la pièce était sombre. À travers le verre, Amédée ne distinguait qu'à peine, sur le mur qui lui faisait face, une glace au cadre doré. Il atteignit le 7e palier lorsqu'un nouveau militaire, un artilleur cette fois, sortit d'une des chambres du second.
le heurta, descendant très vite, qui passa, bredouillant en riant quelques excuses italiennes, après l'avoir remis en équilibre, car Fleury-Soir paraissait ivre, et, de fatigue, ne tenait plus qu'à peine debout. Rassuré par le premier uniforme, il fut plutôt inquiété par le second. « Ces militaires vont faire bien du train, » pensa-t-il. « Heureusement que ma chambre est au 3e. J'aime mieux les avoir au-dessous. » Il n'avait pas plutôt dépassé le second étage qu'une femme au peignoir béant, aux cheveux défaits, accourue du fond du couloir, le héla. « Elle me prend pour quelqu'un d'autre, » se dit-il, et il se pressa de monter en détournant les yeux pour ne point la gêner d'avoir été surprise peu vêtue. Au 3e étage, il arriva tout essoufflé et retrouva Baptistin. Celui-ci parlait italien avec une femme d'âge indécis qui lui rappela extraordinairement, mais en moins gras, la cuisinière des Blafafas. « Votre valise est au numéro 16, la 3e porte. Faites attention, en passant, au seau qui est dans le couloir. »« Je l'ai mis dehors parce qu'il fuyait, » expliqua la femme en français. La porte du 16 était ouverte. Sur une table, une bougie allumée éclairait la chambre et jetait un peu de clarté dans le corridor où, devant la porte du 15, autour d'un seau de toilette en métal, luisait sur le dallage une flaque que Fleury-Soir enjamba. Une odeur âcre en émanait. La valise était là, en évidence, sur une chaise. Sitôt dans l'atmosphère étouffée de la chambre, Amédée sentit la tête lui tourner, et, jetant sur le lit son parapluie, son châle et son chapeau, se laissa tomber dans un fauteuil. Son front ruisselait. Il crut qu'il allait se trouver mal. « C'est Madame Carola, qui cause le français, » dit Baptistin. Tous deux étaient entrés dans la chambre. « Ouvrez un peu la fenêtre, » soupira Fleury-Soir, incapable de se lever. « Oh, ce qu'il a chaud !» disait Madame Carola, en épongeant le visage blême et suant avec un petit mouchoir parfumé qu'elle sortit de son corsage. « On va le pousser près de la croisée. » Et, soulevant à eux deux le fauteuil dans lequel Amédée, balancé, aux 3/4 évanoui, se laissait faire, ils le mirent à même de respirer, au lieu des relents du couloir, les puanteurs variées de la rue. La fraîcheur cependant le ranima. Fouillant dans son gousset, il en sortit le tortillon de 5 livres qu'il avait préparé pour Baptistin. « Je vous remercie bien. À présent, laissez-moi. » Le faquine sortit. « Tu n'aurais pas dû lui donner tant, » dit Carola. Amédée acceptait le tutoiement pour une coutume italienne. Il ne songeait plus à présent qu'à se coucher. Mais Carola ne semblait point prête à partir. Alors, emporté par la politesse, il causa. « Vous parlez français aussi bien qu'une Française. C'est pas étonnant. Je suis de Paris. Et vous ? Moi, je suis du Midi. J'avais deviné ça. En vous voyant, je me disais, ce monsieur doit être de la province. C'est la première fois que vous venez en Italie ? La première. Vous venez pour affaires ? Oui. C'est beau, Rome. Il y a beaucoup à voir. Oui, mais ce soir, je suis un peu fatigué, hasardait-il. Et comme pour s'excuser, je voyage depuis 3 jours. C'est long pour venir ici. Et je n'ai pas dormi depuis 3 nuits. À ces mots, Madame Carola, avec cette subite familiarité italienne qui ne laissait pas d'interloquer encore Fleury-Soir, lui pinçant le menton, « Polisson !» fit-elle. Ce geste ramena quelque peu de sang au visage d'Amédée qui, soucieux d'écarter aussitôt l'insinuation désobligeante, parla puce, punaise, moustique, longuement. « Ici, tu n'auras rien de tout cela. Tu vois comme c'est propre. Oui, j'espère que je vais bien dormir. » Mais elle ne partait toujours pas. Il se souleva péniblement du fauteuil, porta la main au premier bouton de son gilet, en hasardant « Je crois que je vais me coucher. » Madame Carola comprit la gêne de Fleury-Soir. « Tu veux que je te laisse un peu ? Je vois, » dit-elle avec tact. Aussitôt qu'elle fut sortie, Fleury-Soir donna un tour de clé à la porte, sortit sa chemise de nuit de sa valise et se mit au lit. Mais apparemment, le peigne de la serrure ne mordait pas, car il n'avait pas encore soufflé sa bougie que la tête de Carola reparut dans la porte entrebâillée, derrière le lit, tout près du lit, souriante. 1 heure plus tard, quand il se ressaisit, Carola gisait contre lui, couchée entre ses bras, toute nue. Il dégagea de dessous elle son bras gauche qui s'aigrissait, puis s'écarta. Elle dormait. Une faible lueur, montée de la ruelle, emplissait la chambre, et l'on n'entendait d'autre bruit que celui de la respiration égale de cette femme. Alors Amédée Fleury-Soir, qui ressentait tout le long du corps et dans l'âme un alanguissement insolite, sortit d'entre les draps ses jambes maigres
et assis sur le bord du lit, il pleura. Comme la sueur tantôt, les larmes à présent lavaient sa face et se mêlaient à la poussière du wagon. Elles jaillissaient sans bruit, sans arrêt, à petits flots, du fond de lui, comme d'une source cachée. Il songeait à Arnica, à Blafafas. Hélas, ah, s'il l'avait pu voir, jamais plus il n'oserait, à présent, reprendre sa place auprès d'eux. Puis il songeait à sa mission auguste, désormais compromise. Il gémissait à demi-voix. « C'en est fait. Je ne suis plus digne. Ah, c'en est fait. C'en est fait. » L'accent étrange de ses soupirs, cependant, avait réveillé Carola. À présent, à genoux au pied du lit, il martelait à petits coups de poing sa débile poitrine. Et Carola, stupéfaite, l'entendait claquer des dents, et parmi ses sanglots répéter « Sauf qui peut, l'église croule ». À la fin, n'y tenant plus, « Mais qu'est-ce qui te prend, mon pauvre vieux? Tu deviens fou ?» Il se tourna vers elle. « Je vous en prie, Madame Carola, laissez-moi. Il faut absolument que je reste seul. Je vous reverrai demain matin. » Puis, comme, somme toute, il n'en voulait qu'à lui, il l'embrassa doucement sur l'épaule. « Ah, ce que nous avons fait là, vous ne savez pas combien c'est grave. Non, non, vous ne savez pas. Vous ne pourrez jamais savoir. »